Nous sommes live en plus. Bienvenue d'abord, honneur aux personnes présentes ici à l'Espace Mendès France. Bienvenue aussi aux viewers qui de la communauté Silver Geek, qui nous regardent en direct ou en replay, qui ne cesse de grandir, cette communauté. Bienvenue également aux membres de la communauté d'afro-gameuses et de Women in Game, avec qui on co-stream, on co-diffuse. Du coup, c'est cet après-midi d'échange. Avant de vous présenter nos intervenants de prestige, je vais continuer un petit peu la liste des remerciements. Donc bien sûr, on remercie l'EMF, Julien et Pascal notamment, avec qui on a co-organisé cet après-midi. Je remercie les membres de l'équipe aussi, Raphaël, Jonathan et Hugo notamment, qui m'ont accompagné sur l'organisation de cette table ronde. Merci aussi à tous les intervenantes et tous les intervenants des deux tables rondes qu'on va prendre le temps de présenter bien sûr juste après. Et puis pour terminer les remerciements, merci aussi aux partenaires financiers de Silver Geek qui nous permettent de réaliser ce type de contenu. Donc la Massif, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Fondation Petit Frère des Pauvres et la Fondation Audience. Voilà pour les remerciements. Bienvenue à nouveau aux derniers arrivés du coup dans la salle. Je vais vous présenter très rapidement le déroulé de l'après-midi. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté moi-même avant ça. Donc Vincent Blanchard, je suis le secrétaire général et le cofondateur de Silver Geek, donc association qui utilise l'e-sport et le jeu vidéo pour favoriser le bien vieillir, développer les liens sociaux et intergénérationnels, tout en réduisant la fracture numérique et en luttant contre l'agisme, voilà, dont le siège est à Poitiers. Cet après-midi, on va avoir donc 2 tables rondes. On aura 4 intervenants sur chacune d'elles. La première sera consacrée à l'agisme numérique. On aura donc 3 intervenants ici présents et une intervenante en distanciel. Pour la seconde table ronde, donc on aura une petite pause d'1 heure. Donc pour les viewers, vous serez en waiting screen, comme on dit en bon français. Pour les personnes présentes ici, vous pourrez tester des jeux qui sont utilisés par Silver Geek dans les ateliers. La seconde table ronde, on élargira un petit peu le spectre et on abordera d'autres clichés, d'autres discriminations que l'agisme. Et donc là, on aura une intervenante en présentiel et 3 intervenants en distanciel. Voilà pour le déroulé de l'après-midi. Donc on est ensemble jusqu'à 17h30, 17h45. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. On a donc avec nous Nicolas, Marlène et Gabriel, donc ils vont intervenir dans cet ordre-là. Je propose qu'on commence avec toi, Nicolas. Qui es-tu et d'où nous parles-tu ? Eh bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Vincent pour cette invitation. Alors qui je suis ? Tu as commencé à le dire, je suis Nicolas Roumagne. Donc j'ai cofondé une entreprise sociale qui s'appelle Ressentez-vous il y a maintenant une petite vingtaine d'années. Et d'où je viens pour commencer ? Je viens pas loin d'ici, puisque j'ai été formé à l'université de Poitiers et j'ai eu la chance d'entreprendre sur ce territoire. Par le biais de cette structure qui est Ressentez-vous. Aujourd'hui, on intervient sur tout le territoire néo-aquitain avec des équipes qui sont spécialisées sur la question de la préservation de l'autonomie auprès de toutes les personnes âgées, aînées, anciens, seniors, en tout cas toute cette terminologie qu'on utilise pour parler de l'âge qui sont très larges. Donc je vais parler un petit peu d'agisme pour introduire ce propos. Puis je tendrai la perche sur les questions numériques parce qu'on ne travaille pas que sur les questions numériques. Ressentez-vous. D'abord, l'agisme, c'est quoi ? C'est toutes les discriminations qui sont liées à l'âge. Toutes les raccourcis qu'on peut faire liés à l'âge. Et puis tout ce qui nous permet de pointer les personnes qui ont de l'âge du doigt. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer un peu mon propos, mais quand on entend... Qu'est-ce que font ces vieux le samedi matin au Super U à Auchan ? Typiquement, ça fait partie d'une discrimination. Comment ça se fait que par leur âge, ils ne pourraient pas être au Super U ? On ne connaît pas l'histoire de ces gens-là. On ne sait pas, peut-être qu'ils ont besoin de voir des gens parce qu'ils n'en voient pas beaucoup. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont ici.
En tout cas, voilà un type de propos, mais ça peut être aussi comment ça se fait qu'on n'enlève pas le permis à ces vieux. Est-ce que c'est parce qu'ils sont âgés, qu'ils ne savent pas conduire? Est-ce qu'on devrait déterminer un âge, à l'âge à laquelle on peut conduire, à l'âge à laquelle on ne peut plus conduire? Est-ce que c'est 74 ans? Est-ce que c'est 85 ans? Est-ce que c'est 90 ans? Enfin, vous l'avez compris. Je vais un peu étayer ce que je dis. Ce n'est pas l'âge qui détermine le fait qu'on peut ou qu'on ne peut pas conduire. Et puis, c'est tout ce qui est, j'ai commencé à le dire, toutes les représentations assez générales qu'on a envers l'âge. Quand on est vieux, on ne peut pas. Quand on est vieux, on ne peut pas s'exprimer. Quand on est vieux, on ne peut pas faire du sport. Je vais y revenir. Quand on est vieux, on ne peut pas jouer à des jeux vidéo. Quand on est vieux, on perd des facultés cognitives, on perd des facultés sensorielles, fonctionnelles. Je vais en parler un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on gagne en fait? Qu'est-ce qu'on gagne à être vieux? Forcément, quand on dresse un tableau comme celui-ci, ça ne donne pas très envie de vieillir. J'espère qu'il y a des gens qui sont à la table qui vieillissent et qui sont contents de vieillir. Moi, en me projetant, je me dis que j'aimerais pas avoir 20 ans, je les ai eus, c'était cool. J'aimerais pas avoir 30, je les ai eus, c'était cool. Et j'espère que quand j'en aurai 90, je me dirai aussi ça et que j'aimerais vivre ce que j'ai envie de vieillir à 90 ans. Alors, l'âge, quand même, effectivement, je disais, quand on vieillit, on perd. Alors, effectivement, vous avez entendu parler de ce vieillissement normal. À partir d'une quarantaine d'années, vos muscles vieillissent. On appelle ça la sarcopénie. Vous perdez de la force musculaire à partir d'une quarantaine d'années. Et quand je vois les gens qui sont dans la salle, je suis désolé de vous dire que vous êtes en train de perdre des muscles. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on propose une activité physique régulière pour essayer d'entretenir ce muscle, etc. Et puis, vous perdez aussi des choses sur le plan sensoriel. Certains ont des lunettes, on appelle ça la presbytie, c'est du vieillissement normal aussi. Le cristallin notamment perd en souplesse, et en perdant de la souplesse, du coup, on accommode moins bien, et donc on a du mal à passer du près au loin. Donc effectivement, ça c'est du vieillissement normal. On perd aussi, on a des pertes auditives, on appelle la presbyacousie. Donc ça c'est encore une fois du vieillissement normal. Et puis à ça s'ajoutent par moment des pathologies qui sont liées à l'âge. Et donc, vous avez aussi sans doute entendu parler de cette DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, avec ce point noir qui arrive sur l'œil. Peut-être que certains ont contracté cette pathologie. Vous avez forcément entendu de la maladie Alzheimer, qui est aussi une maladie liée à l'âge. Avec l'allongement de la durée de vie, eh bien, on a j'allais dire plus de chance. Il y a plus de facteurs de risque de contracter cette pathologie qui est liée à l'âge. Et donc, encore une fois, l'âge est un facteur de risque, mais à aucun moment, l'âge est l'incapacité. Et c'est ce raccourci-là qu'on fait régulièrement qui font l'agisme. C'est les raccourcis qu'on fait liés aux couleurs de peau, c'est les raccourcis qu'on fait liés aux jeunes, c'est l'ensemble des raccourcis qui font qu'on a des représentations, souvent négatives, des personnes qui vieillissent. Alors, avec Ressentez-vous, on travaille sur toute cette durée de la retraite jusqu'à la mort. Alors c'est vrai que cette période-là, elle a tendance à s'allonger. J'ai envie de dire tant mieux. Même cette espérance de vie en bonne santé a tendance à s'allonger grâce à un certain nombre de progrès de la médecine, mais aussi des activités de prévention, même si je crois que c'est un sujet sur lequel on devrait travailler un peu plus. Mais cette période de vie s'allonge. 62 ans pour le début de la retraite aujourd'hui, ça va peut-être bouger encore un peu. Jusqu'à aujourd'hui, on a une espérance de vie chez les femmes de presque 86 ans et chez les hommes 80. Alors, nous, à Ressentez-vous, depuis 20 ans, on a aimé travailler, je disais tout à l'heure, sur cette question des préjugés. C'est juste pour que j'ai un repère. Non, c'est pas le temps qui te reste parce que tu as moins d'1 heure et 6 minutes pour parler. C'est le temps global de la table ronde, ne t'inquiète pas. Tu es dans les temps, il n'y a pas de souci. Ça me permet d'avoir juste un repère comme ça. Je disais oui, on a travaillé à Ressentez-vous sur la question du sport. C'est aussi comme ça qu'on s'est connus avec Sylvain Geek et on aura l'occasion, j'espère, de travailler encore plus sur cette question du sport et du e-sport. Mais pourquoi on a beaucoup travaillé sur le sport? Parce qu'il y a une représentation aussi forte qui est liée à l'âge, c'est que quand on est vieux, on ne peut pas faire de sport. Parce que, pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et le sport, au-delà de la performance physique du sport,
le sport, c'est aussi un vecteur de lien social. C'est aussi un engagement. Aujourd'hui, il y a un tiers du réseau associatif sportif qui sont présidés par des personnes retraitées. Donc la culture du sport est quelque chose qui est assez ancré aussi quand on vieillit. On a beaucoup voulu travailler sur cette question du sport pour justement heurter les représentations qu'on a entre le sport, la fameuse plus haut, plus vite, plus fort de Pierre de Coubertin, et les personnes qui vieillissent plus lent, moins haut, moins fort. Et on s'est dit qu'en travaillant sur cette question-là, peut-être qu'on allait faire évoluer les représentations. Et donc depuis 20 ans, aujourd'hui, on amène des personnes, même du très grand âge, même des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, à faire du rugby, à faire du basket, à faire je sais pas, de l'athlétisme, du tennis de table. Et il y a 2 ans, on a accompagné une vingtaine d'EHPAD de l'Île-de-France, juste avant les Jeux Olympiques, à pratiquer une pratique sportive au cœur du Stade de France. Et l'enjeu pour nous, effectivement, au-delà du fait que l'idée était de travailler sur le sport comme vecteur de lien et comme vecteur de changement de regard des personnes âgées, l'enjeu était surtout celui-ci. C'est comment on utilise un lieu emblématique tel que celui du Stade de France pour changer le regard qu'on peut avoir sur les personnes qui vieillissent. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire en introduction. Alors, je fais quand même le lien et le pont avec la question du numérique, puisque depuis maintenant quelques années, on travaille avec Silvergeek et sur la question du numérique, effectivement, on a des représentations fortes. J'imagine que mes collègues vont en parler. Les vieux, les aînés ne savent pas utiliser leur smartphone, ne savent pas utiliser leur tablette et savent à peine utiliser leur télé. On voit aujourd'hui que par le biais d'un certain nombre de choses que fait Silvergeek, eh bien en fait, effectivement, ils sont peut-être moins éduqués, ils ne sont pas nés avec l'outil numérique. Donc forcément, comme n'importe quel outil, on apprend à l'utiliser. Ils ne sont pas nés avec les réseaux sociaux, et donc on apprend à l'utiliser. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je peux témoigner et partager le travail et les valeurs communes qu'on a avec Silvergeek sur cette question de l'agisme. Vous, spécifiquement avec la question du jeu vidéo. Puis nous, on utilise la culture, le sport. Et c'est un plaisir, en tout cas, de pouvoir partager ça avec vous. Merci, Nicolas, pour cette première introduction. Il y a tout de suite une question qui me vient. C'est tu as défini l'agisme. Il est là dans la société. Est-ce qu'il y a des endroits dans la société où on est moins agiste que d'autres? Je pense typiquement dans l'écosystème du grand âge, du vieillissement. Est-ce que ce sont des espaces ageisme free ou est-ce que tu constates aussi dans le secteur professionnel qu'il y a une forme d'agisme qui existe dans cet écosystème-là aussi, voire d'auto-agisme quand on parle des personnes âgées elles-mêmes? Alors oui, bien sûr, effectivement. Je ne sais pas s'il y a plus d'agistes qui sont âgés ou plus de jeunes, mais effectivement, si tu parles de l'écosystème d'EHPAD, il y a un sujet autour de la question du vivre ensemble dans l'EHPAD. Et pour autant, ils ne veulent pas manger à côté d'une personne qui ne sait pas manger. Ils ne veulent pas manger à côté d'une personne qui a une maladie de Parkinson parce qu'elle met potentiellement ses petits poids par terre. En tout cas, il y a effectivement ce sujet de... Alors forcément, ça renvoie aussi à la vieillesse, à la maladie. Il y a une forme d'agisme entre eux. Mais l'agisme sur lequel on cherche à lutter, c'est d'abord celui envers des jeunes. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui habite dans la commune dans le cadre des ateliers du label Amis des aînés de la ville de Poitiers. Et une dame me dit moi, j'ai jamais eu des propos agistes envers moi. Je dis sincèrement, c'est chouette parce que je prends quelques exemples, comme je vous ai pris aujourd'hui. Elle me dit si, avec mon fils. C'est vrai que mon fils, il ne comprend pas comment ça se fait que je vais au supermarché le samedi matin. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'aille au supermarché le samedi matin. Et donc, elle étaye longtemps sur la relation qu'elle a avec son fils et pourquoi son fils lui dit qu'il ne faut pas qu'elle aille au supermarché le matin, parce que le supermarché, le matin, c'est fait pour les jeunes, les actifs, ceux qui travaillent. Voilà pour la petite anecdote.
Juste avant de passer la parole à Marlène, tu disais, est-ce qu'il y a plus de personnes agistes chez les vieux ou chez les jeunes? Il y a une étude qui est sortie, je crois que c'était en novembre 2024. J'ai plus le nom, c'est un observatoire qui a sorti cette étude qui disait que plus de 2/3 des Français considéraient qu'on était dans une société agiste. Et parmi ces 2/3, ceux qui sont le plus sensibles à la question de l'agisme, c'est les jeunes, pour le coup. Donc voilà, un élément, on pourra donner peut-être dans les commentaires, dans la description du replay, le lien vers cette étude. Merci Nicolas pour cette entrée en matière. On va passer à la définition de l'agisme numérique. Pour ça, on a la chance d'avoir avec nous Marlène. Marlène, je vais te poser la même question. Qui es-tu et d'où nous parles-tu ? Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis criminologue et je travaille avec la Gendarmerie nationale. Ma spécialité étant les violences en ligne. On a mis en place avec la Gendarmerie un projet de recherche qui justement vise à constituer une étiologie de ces pratiques de violences en ligne. Et l'agisme numérique a justement fait l'objet d'une analyse scientifique que nous avons menée ensemble. D'où l'intérêt de venir aujourd'hui pour vous dire que si l'agisme numérique est une réalité, elle est également étudiée scientifiquement. Et pour cela, vous avez plein d'auteurs qui ont théorisé, qui nous apportent des informations qui sont relativement importantes. Et d'autant plus que l'agisme numérique, quand on le replace dans un environnement du jeu vidéo, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec Corinne, participe d'un déplacement d'un ordre symbolique qui dérange énormément et qui permet de comprendre pourquoi, en tout cas pas cautionner, mais au moins de comprendre comment les violences sont exercées à l'encontre de nos aînés. Alors pourquoi est-ce qu'on est si surpris de voir une femme, je ne sais pas quel est l'âge de Corinne, mais peut-être pouvons-nous placer voilà, un marqueur discursif qui soit relativement suffisamment explicite, qui serait de dire pourquoi est-ce qu'on est surpris lorsqu'il y a une femme de 75 ans qui joue en ligne. Tout simplement parce que quand on la regarde manette en main, qu'on la voit concentrée, qu'elle est stratège, cette image, elle nous semble plutôt inhabituelle. Alors certains vont la trouver courageuse, d'autres vont la trouver déplacée. Et en sociologie, ce type de surprise n'est jamais neutre parce qu'il va relever de ce que l'on appelle une norme implicite. Une norme qui va associer forcément le numérique à la jeunesse, qui va associer la performance vidéoludique à la masculinité et qui va associer le vieillissement féminin plutôt à un retrait de l'espace compétitif. Donc, autrement dit, ce qui nous surprend le plus, ce n'est pas le jeu, c'est le déplacement d'un ordre symbolique, parce que cet ordre symbolique dérange. L'agisme numérique, alors Nicolas l'a parfaitement décrit, ça a été théorisé par un auteur qui s'appelle Butler dès 1969. Voilà, on peut reprendre exactement la définition que nous a apportée Nicolas, sachant que cet agisme, dès lors qu'il intervient dans un contexte technologique, on parle d'agisme numérique. Mais l'agisme numérique, en fait, il faut voir que ça ne prend pas toujours la forme d'une insulte. C'est beaucoup plus subtil. Ça peut être une plaisanterie, ça peut être un doute, ça peut même être un silence, ça peut être une absence de représentation. En fait, l'agisme numérique, il va reposer sur une idée qui est profondément ancrée, qui est celle que la compétence technologique serait une affaire de génération, dans laquelle, bien évidemment, nos anciens n'ont pas leur place. Comme si le numérique appartenait à ceux qui y sont nés. Or, aucune compétence n'est naturelle. Toutes les compétences sont socialement construites. Alors, il y a plus, parce que c'est là où on avait échangé ensemble. Vous avez une théoricienne qui s'appelle Suzanne Sontag, elle qui parle de la double norme du vieillissement, une double peine. En fait, vieillir n'a pas le même coût social selon le fait qu'on est un homme ou une femme. Je m'explique. Un homme âgé, il va être souvent perçu comme expérimenté. Une femme âgée, elle est plus facilement perçue comme dépassée.
Alors, Suzanne Sontag l'explique très bien. Les femmes sont constamment juvénisées tout au long de leur parcours de vie. Elles vont être régulièrement valorisées par leur beauté, conditionnées dans un rôle un petit peu de séduction, voire de reproduction. Et puis derrière, le fait de vieillir, ça renvoie à une forme d'infécondité et donc quelque part une forme d'incompétence. Et Suzanne Sontag, elle dit également que ça, c'est le premier point dans la norme du vieillissement. Et puis la deuxième, c'est que l'histoire sociale a souvent montré que on a une plus grande clémence vis-à-vis de cette image-là quand il s'agit d'hommes que quand il s'agit de femmes. Et l'histoire sociale a longtemps associé cette valeur féminine à l'apparence, à la désirabilité. Ce qui fait que vous le remettez dans un contexte vidéoludique, forcément, ça décale beaucoup de représentations collectives. Il faut savoir que le jeu vidéo, ce n'est pas du tout un environnement neutre. Alors là, pour le coup, j'ai travaillé cette question scientifiquement. Je m'étais beaucoup intéressée à un jeu qui s'appelle Clash Royale. Voilà, et puis j'essayais de comprendre quelles étaient les violences en ligne qui étaient exercées dans ce jeu. Et alors c'est un principe de clans hiérarchisés qui s'opposent. Il y a des classements publics, il y a une compétition qui est orchestrée, il y a un imaginaire guerrier qui est omniprésent. Vous avez des arènes, vous avez des conquêtes, vous avez des victoires affichées. Et il y a un auteur, pareil, qui a beaucoup étudié ces environnements vidéoludiques et qui explique, il s'appelle Sébastien Janvaux, et qui explique que ce sont des environnements d'une masculinité très militarisée. Et d'ailleurs, dans des jeux vidéo comme Clash Royale, on va reprendre toute cette sémantique. Vous allez avoir des frères d'armes, vous avez d'ailleurs l'armée noire. Bon, c'est une sémantique qui est très intéressante. Et vous avez une culture du clan qui est fortement encouragée. Il y a tout un environnement autour d'une performance individuelle qui va influencer tout le classement collectif. Et une femme senior dans ce système va relever énormément de problématiques. Parce que chaque fois que vous avez une défaite qui va être, une défaite qui va être due en raison d'une performance ou pas d'une senior dans cet environnement vidéoludique, et en fait, elle va toujours venir confirmer un stéréotype. Il y a tout le design du jeu qui va mobiliser ce que l'on appelle dans un environnement vidéoludique des dark patterns. Des dark patterns, ce sont des mécanismes qui vont orienter subtilement le comportement des joueurs. Et ce sont des dark patterns, par exemple, dans ce jeu-là, qui vont beaucoup jouer sur la frustration, sur les récompenses différées, sur la compétition. Et quand vous avez une femme qui... après plusieurs défaites, va insister pour essayer de penser, en pensant qu'à un moment donné, la victoire sera imminente et qui va insister et insister, en fait, elle va être confrontée à un doute de légitimité. Et cette frustration, elle peut produire l'effet tout à fait inverse. Alors qu'on aura une plus grande clémence vis-à-vis des hommes, ça ne sera pas le cas pour les femmes. Et puis dans Clash Royale, par exemple, on peut le prendre dans plein d'environnements vidéoludiques. On se rend compte que les échanges vont souvent passer également, et cet agisme numérique en est la parfaite illustration, vont passer par des émoticônes ou des émotes qui sont préconfigurés. Un rire, un bravo, un bien joué. Alors là aussi, vous avez des auteurs qui en ont parlé, vont amplifier la portée ironique du message. Et on se retrouve avec des compliments qui, dans ces environnements vidéoludiques, vont vite devenir des moqueries. Donc, vous ajoutez à ça de l'anonymat qui va favoriser une forme de désinhibition communicationnelle, et vous optez un terrain propice à ce que Bourdieu dénonce comme des violences symboliques.
Donc, l'agisme numérique dans un environnement vidéoludique, on parle véritablement de cyberviolences qui sont genrées, dont les femmes seniors en sont plus victimes. Et cette cyberviolence, en fait, même si ce n'est pas une agression frontale, comme on peut l'imaginer, elle peut être véritablement structurelle. Et lorsque, en plus, une femme senior est dans un environnement qui est historiquement masculinisé, elle ne va pas simplement perdre une partie, comme ça peut être le cas dans Clash Royale ou dans d'autres jeux, mais surtout, elle peut avoir l'impression, à un moment donné, de confirmer une norme qui va la décrire comme illégitime à être dans l'environnement dans lequel elle est. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Une femme senior dans un environnement vidéoludique où elle est discriminée de cette manière-là, elle peut s'exclure soi-même. On assiste à quoi ? À de l'autocensure, à du retrait, à des silences. Et pourtant, le jeu vidéo, elle la condamne pas à cela. En revanche, les représentations collectives l'ont déjà disqualifiée. Alors juste pour vous dire que c'est pas irréversible. c'est un peu quand je commence une prise de parole. Bonjour, je suis criminologue, ça plombe l'ambiance. Mais là non plus, ma prise de parole, elle vise pas à être irréversible. Au contraire, elle est plutôt encourageante parce que quand on voit des espaces de dialogue qui sont ouverts aujourd'hui, où le débat est posé et où on considère cela anormal et que on le décrit tel une cyberviolence genrée, c'est déjà un grand pas. La littérature scientifique s'y penche. On voit que le terrain associatif s'en saisit. Donc ça, ce sont des choses qui sont très encourageantes. Et juste pour terminer mon propos de manière à respecter quand même le temps de prise de parole, vous dire que même les autorités de police, que ce soit gendarmerie ou police, commencent à véritablement prendre en considération ces points-là. Preuve en est, si jamais vous êtes intéressé, puisque c'est en open source, c'est gratuit, on a créé un jeu, un print and play, donc vous allez sur un site internet qui s'appelle Safe and Tech, je pense qu'on pourra donner toutes les références, et puis en haut à droite, indépendamment du fait que vous pouvez tester un petit peu votre surexposition à certains dangers en ligne, auxquels notamment les seniors peuvent être confrontés, parce qu'il y a une éducation aux médias à faire et qu'on n'est pas toujours enclin à recevoir cette éducation aux médias. Indépendamment de ça, vous avez un jeu qui s'appelle Milbug, sur le principe du Milborn, qui a été créé, appuyé par la gendarmerie nationale, que je trouve extraordinairement bien fait. On reprend tous les ressorts, les mécanismes du jeu habituel Milborn. On est allé le tester en EHPAD. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne également avec des publics un petit peu plus vulnérables cognitivement. L'idée étant que vous vous familiarisez donc à avoir une hygiène informatique. Donc pour ça, on a mobilisé des gens comme, si jamais vous êtes intéressé, Jean-Christophe Federme, qui est dans l'assistance, qui lui est un gendarme cyber-enquêteur, donc a identifié tous les risques cyber auxquels pouvaient être confrontés les seniors. On en a fait des cartes à jouer et de manière ludique, on peut familiariser nos aînés à ce que peuvent être les risques auxquels ils sont exposés. Ça marche super bien en EHPAD. C'est un print and play, ça veut dire que vous allez sur le site internet, vous vous mettez sur la page, vous pouvez l'imprimer, c'est opérationnel en moins de 5 minutes. Vous avez un peu de budget, vous plastifiez les cartes et ça fonctionne très très bien. Il faut un peu de budget, voilà. Mais sachez que nous, de toute manière, si vous êtes intéressés, on a des lots également que l'on peut vous faire parvenir. En tout cas, la gendarmerie a cette générosité-là, à un moment donné, de pouvoir faire de la sensibilisation de manière très appuyée, très accompagnée. Donc voilà, il y a des initiatives qui sont menées et Milbug en est une portée par la gendarmerie auquel on peut avoir une attention toute particulière. Juste vous dire cela. Merci. Merci beaucoup Marlène. Donc on a bien, on est bien rentré là dans le sujet de l'agisme numérique. Je précise qu'on prendra des questions. Bien sûr, l'idée c'est de pouvoir échanger aussi avec vous. On prendra des questions à la fin de la table ronde. Donc là, le
le portrait, on va dire, que vous nous avez brossé, il n'est pas très, très reluisant. Il ne donne pas hyper envie, quand on est senior notamment, de se mettre aux jeux vidéo et de s'intégrer pleinement dans la société numérique. Mais ça nous semblait important aussi de donner la parole aux premiers concernés. Et donc, on a, juste avant de conclure cette première table ronde tout à l'heure avec Gabriel, on a avec nous Corinne, dont tu parlais justement, tu t'as fait un peu de teasing, qui est en distanciel. Elle devait normalement venir ici, on aurait très voulu. Moi, à titre personnel, parce que je l'ai rencontrée qu'une seule fois, il y a 3 ans maintenant, que j'avais très envie de la revoir aujourd'hui. Mais bon, ce sera du distanciel. Est-ce que Corinne nous entend, du coup ? Ah, super. Eh ben, on te voit et on t'entend aussi. Comment ça va, Corinne ? Oui, ça va bien. Super. Bon, je ne peux pas me déplacer, mais vraiment le moral, ça va. Bon, bah, tant mieux, c'est le plus important. Mais je vais te poser la même question. Alors, on va voir, bien sûr, des illustrations. On aurait aimé faire un live avec toi où tu nous aurais parlé pendant que tu étais en train de jouer. Pour des contraintes techniques, on n'a pas pu, mais c'est pas très grave. On va avoir des extraits un petit peu de ce que tu as fait sur notre chaîne depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mais je vais te poser la même question qu'à tout le monde. Qui es-tu et d'où nous parles-tu ? Donc, je m'appelle Corinne et je suis une gameuse à fond et je suis en Charente. Et donc, en Angoulême. et tu es retraité. Et je suis retraitée. Et donc, Donc, j'ai beaucoup de temps pour moi quand je vais. tu es une gameuse, mais tu es quel genre de... Donc, tu es une gameuse senior, mais tu joues à quoi, précisément ? Alors, je joue à des jeux comme des MMO, comme Guild FF14, et puis là, World of Warcraft. MMO, joueur massif multijoueur en ligne, un jeu massif multijoueur en ligne en bon français, et MMO RPG, donc jeu de rôle, du coup, Oui. en ligne. Et donc tu as parlé de World of Warcraft, tu as parlé de Final Fantasy XIV, FF14, Oui. sur lequel tu as quelques heures de jeu, je crois. Combien ? Oh, oui, ça doit être. Oula, je ne sais pas, je dois être à 2000. Ça fait des années que je joue. Quelques milliers d'heures de jeu. Et donc tu as suivi un peu le début des échanges là. Oui. Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que ça fait écho à des expériences que tu as vécues? Complètement, oui. Oui, oui. Au début, quand j'étais plus jeune, on va dire, c'était surtout plus du sexisme, c'est-à-dire que j'étais une femme, donc automatiquement, je jouais moins bien. Ça, c'est clair. J'ai appris à ne pas dire mon âge. Donc, je crois que dans les communautés avec qui je joue, personne n'est capable de dire quel âge j'ai exactement. Ils se basent sur ma façon de parler, sur ma façon de mon langage. Et quelques-uns me prennent un peu pour leur mère. C'est qu'est-ce qui t'a amené à cacher ton âge, du coup? Pour ne pas être mise à l'écart. Et voilà, parce que mon but là, c'est de faire ce qu'on appelle des règles à l'échelle, haut level, c'est-à-dire avec des difficultés plus hautes. Mais comme je suis plus âgée, je suis plus fragile. Ça, c'est clair. J'ai pas la résistance, j'ai pas les réflexes. Il y a plein de choses qui se sont un petit peu dégradées. Et Donc, c'est quand même de passer. donc tu as été confronté du coup à de l'agisme, ou c'est des retours d'expérience d'autres joueurs âgés, ou toi peut-être tu as observé qu'il y avait des remarques auprès d'autres joueurs et joueuses âgées? Oui, je suis toujours
coup, Mais bon, généralement, c'est mon perso. Généralement, je ne fais pas attention. Je mets ça de côté et je continue comme si il ne se passait rien. oui, ça te décourage pas dans ta pratique, en tout Non. cas, et c'est pas ça qui va t'empêcher de prendre du plaisir. Voilà, je pars du principe que si ça est dehors, je vais aller voir ailleurs. Moi, je suis là pour m'amuser, donc je fais ce qui me plaît. Donc, c'est le jeu. Il y a des jeux plus particulièrement que d'autres. Moi, j'avais cru comprendre que sur Final Fantasy XIV, il n'y avait que des bisounours. Non, c'est pas le cas. Pas totalement. Disons que la priorité est donnée à on n'a pas le droit de se moquer des gens sur leur performance. Et ça, Enix fait très attention à ce genre de choses. Tu nous disais, il y en a il y a des joueurs, des joueuses qui te... Alors des joueurs ou des joueuses d'ailleurs qui te prennent, te considèrent un petit peu comme une mère, tu disais. Est-ce que tu sais qui est derrière? C'est des jeunes qui ont, je sais pas, qui doivent avoir moins de 20 ans. Tu sais pas? Il y a des réflexions dans le genre oh, j'aimerais bien que ma mère elle joue comme toi. Toi, que ce sont des jeunes, du coup, qui te... Comment tu sais l'âge qu'ont les autres joueurs? Et pareil, comme ils savent mon âge, c'est à la voix. À la voix, au vocabulaire utilisé, la façon de parler. Tu joues du coup avec le chat vocal, tu n'es pas uniquement sur le chat textuel. Non. Je fais partie de guildes ou de clans. Marlène nous donnait l'exemple tout à l'heure de Clash of Clans. Alors, ce n'est pas un MMORPG, mais c'est des jeux que tu as déjà testés. Est-ce que... Non, du tout. Forcément d'expérience vis-à-vis de ces jeux-là. Je pense que, je sais pas... Par contre, on m'a déconseillé de jouer à LoL. Parce que paraît-il que la communauté est très hard. Est réputée pour être assez hard. Marlène nous expliquait effectivement, donc c'est corroboré par Corinne. Tu joues quel type de personnage d'habitude? Est-ce que tu essayes de faire un petit peu des personnages qui te ressemblent, qui vont montrer... Non. Avant, je faisais ça, oui. Mais maintenant, plus du tout. J'ai demandé à des hommes pourquoi ils faisaient toujours des femmes. Et ils m'ont dit c'est plus joli à regarder. Et je me suis dit effectivement, c'est pas bête. Donc maintenant, j'ai fait un perso pour son esthétique et pas pour qu'elle me ressemble. Je ne sais pas si j'ai pas le retour du stream, donc je ne sais pas si les viewers et les vieweuses ont des images des streams que tu as fait avec nous. Je ne sais pas si on peut les avoir ici, justement, en plus aussi, pour que le public en profite également. Ça fait donc un peu plus d'1 an que tu streams régulièrement sur notre chaîne. Oui. Ça a commencé, du coup, c'est là qu'on s'était rencontrés. Ça a commencé, c'était des jeunes volontaires en service civique. Du coup, voilà. qui voilà, qui venaient, très sympathiques. Et c'était vraiment très intéressant. Ça te plaît? Moi, j'adore la relation que vous avez avec Chocobo. Là, on n'a pas le son, du coup, ici, à l'espace Mendès France. Mais vous avez quand même des barres de rire tous les deux. Ah oui. Quand tu m'apprends à jouer à la LOL, ça c'est impressionnant. Il t'a appris à jouer à League of Legends, donc qui est Il m'apprend, parce que alors c'est compliqué comme jeu. Tu t'en super bien. Tu t'en sors hyper bien et du coup, c'est une communauté qui est quand même assez réputée, connue pour être
Tout va bien. Juste, je coupe le micro pour éviter qu'il y ait de l'écho quand Corinne parle. Je ne sais pas si c'est nécessaire, Julien. Non, c'est bon? OK. Donc, tout se passe bien pour toi sur League of Legends pour le moment? Oui, mais Bien. on a joué que contre des bots. Avec des joueurs contre des bots. Donc, effectivement, ça va. Et les bots, ils ne sont pas agistes, eux. Ah non, A ça priori. va. Et les autres joueurs, tu as eu des manifestations particulières du coup, vis-à-vis, bah, tu es une débutante vraiment sur. Tu es une Ah oui, noob, comme on dit. Donc, oui. généralement, Chocobo, il met un message dans le chat au début Avant, oui, il pour, prévient. voilà, pour dire tranquille, on découvre, mais Ouais. ça ne fonctionne pas toujours. Des fois, il y en a qui sont un peu impatients. Oui, a priori. Mais moi, je ne fais pas attention. Non, parce que c'est pas le plus important, du coup. C'est les Non, c'est pas le plus important. Hein. C'est Chocobo qui s'occupe de cette partie. Je le délègue. Alors, on te retrouve bientôt sur la chaîne, du coup. Oui, on va faire sur Donc sur World of Warcraft, Oui. avec la tribu des autres. Oui, avec les trois autres et les Chocobos. Ok, super. Donc pour tout le monde, restez connectés sur les chaînes pour voir ça en live et rigoler avec vous. Découverte de la nouvelle extension. Découverte de la nouvelle extension de World of Warcraft. Donc on aura, donc ce sera avec Florence, avec Marc et avec, j'ai un trou sur le troisième. C'est pas comment? Et Fabrice Ah oui. également. Donc d'autres seniors qui rejoignent pardon du coup notre chaîne et donc sur World of Warcraft. C'est un jeu auquel tu avais joué un petit peu avant. Ah, beaucoup aussi, pareil. Hein. Et la communauté sur World of Warcraft, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que Elle est un peu plus virulente que sur FF14. ok. Mais là aussi, ça ne te décourage pas. C'est pas suffisant. Non. Très bien. Mais Je suis là pour m'amuser, ça me plaît, donc je vais pas me laisser mentir. oui, faut pas s'auto-exclure, même quand Non. même quand on est confronté malheureusement à l'agisme. C'est les opinions des gens, on peut pas les changer, et donc autant faire ce qui me plaît. Merci Corinne, tu restes avec nous parce on aura des questions, un temps de questions-réponses. On te remercie beaucoup. On aura Florence dans la table ronde suivante également. D'accord. On en parlait tout à l'heure, donc reste connecté. On va s'acheminer tranquillement là, vers la fin de la première table ronde. On est très très bien en termes de temps. Donc on aura largement le temps d'échanger et avec la salle et avec les viewers et même entre vous. Parce que je présuppose que Gabriel, tu as pris beaucoup de notes. Il y a plein de choses sur lesquelles tu as envie de réagir. Même question que pour tout le monde. Qui es-tu et d'où nous parles-tu? Oui, ça marche. Merci beaucoup aux personnes qui ont pris la parole avant moi. Effectivement, j'ai pris beaucoup de notes et je jure solennellement que je ne vais pas reprendre toutes ces notes. Mais c'est extrêmement... En fait, je faisais le calcul tout à l'heure. Moi, sur le sujet spécifique de l'expérience du jeu vidéo après 60 ans, qui est souvent la manière dont j'en parle, je travaille dessus depuis 2014. Donc, ça fait 12 ans que je travaille sur ce sujet-là. Beaucoup avec Silver Geek. À l'époque de la thèse, donc, où j'étais venue frapper à votre porte. Et donc, c'est de là que je parle. De la position de quelqu'un qui, au début d'une carrière de recherche, est venu voir Silver Geek en disant mais est-ce que vous accepteriez? Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être que je pourrais parler à quelques personnes. Et vous m'avez envoyé faire un tour de France des EHPAD de 4 mois où je suis allée dans 30 établissements différents, dans 18 villes pour rencontrer, on avait compté 178 personnes qui jouent et 80 personnes qui encadrent, donc des volontaires, coordinateurs et coordinatrices. Avant ça, j'avais bossé dans un centre culturel à Paris qui s'appelle la Gaîté Lyrique, qui avait des ateliers spécifiquement de jeux vidéo pour seniors.
Et j'avais à côté fait des entretiens avec 16 personnes de plus de 60 ans qui jouaient de leur côté. Et puis depuis, on travaille régulièrement ensemble. J'ai aussi eu la chance d'entendre beaucoup parler des travaux du reste du comité scientifique. Donc je pensais notamment tout à l'heure, quand tu présentais hyper efficacement ce qui se passe aussi au niveau des enjeux de légitimité et d'estime de soi au boulot de Catherine Hénard et de Marion Hazard. Bref, il y a toute une constellation en fait, autour de cette expérience-là, de ce que c'est que jouer après 60 ans. Et moi, ça fait en fait 12 ans que j'ai le nez dedans, avec beaucoup de plaisir et beaucoup par Silver Geek, qui est la seule initiative avec cette ampleur-là en France qui permet à une assez grande échelle de mettre en regard les expériences de plein de gens avec plein de profils différents. Ce qui fait qu'en fait, là, on a tiré énormément de pistes. Donc moi, il y a des choses qui me parlent parce que ça touche à des questions plus généralement sur ce que c'est que le vieillissement et comment, en sociologie, en sciences sociales, on considère le vieillissement. Donc on le considère de manière critique, on se méfie beaucoup de quelque chose que tu soulevais, qui est l'essentialisme, qui souvent, on a l'impression que c'est neutre, mais en fait, on met plein de choses sous le tapis, on oublie que le vieillissement, ça commence à 40 ans physiologiquement, on oublie qu'une tranche d'âge qui va de 60 à 100 ans, en fait, c'est le tiers de la population française et c'est des expériences super variées. Donc, il y a déjà tout ce pan-là qui est toujours important à remettre sur le devant de la scène quand on commence. Vous avez tous et toutes, et c'est logique vu le sujet, parlé un peu d'intersectionnalité, de comment être une femme et être âgée, ça vient se croiser avec plein d'autres choses, dont la classe sociale, le fait d'être racisé. Il y a un très bon article de Juliette Rennes qui compare l'anti-agisme à l'antisexisme et l'antiracisme et tout ce que ça a de commun, en fait, comme logique de remettre en question des tas de normes. Et qu'est-ce que l'anti-agisme nous fait faire ? Ça nous fait remettre en cause des normes autour du fait qu'il faut travailler formellement, il faut être productif, il faut être performant, il faut être autonome. Et l'anti-agisme, précisément, c'est une position qui nous oblige à dire est-ce que c'est ça qu'on veut comme société ? Est-ce que c'est vraiment les valeurs qui nous gouvernent ? Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le fait de bosser sur le jeu vidéo, c'est que c'est typiquement une activité inutile. Je sais que c'est horrible de te dire ça, parce que vous passez votre temps à expliquer pourquoi ça a du sens, ça crée du lien, mais la beauté du jeu, c'est qu'au fond, on fait ça parce que c'est plaisant, on fait ça parce qu'on est ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'autres activités. Et c'est aussi pour ça que vous luttez tellement, en fait, pour vous faire entendre. C'est qu'il y a toute cette idée que si le jeu n'est pas productif économiquement, c'est suspect. Et quand on met ça avec le vieillissement, qui est une position qui est exclue d'être adulte, en fait, on est soit adulte, soit vieux, ce qui n'a pas de sens. Quand on est vieux, on est adulte. Mais adulte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il travaille. Ça veut dire qu'il paie des impôts, ça veut dire... Et donc, combiner le jeu et le vieillissement comme deux positions, et je vais dire un gros mot, je vais dire capitalisme, deux positions très marginales dans le capitalisme, c'est super beau en fait. Il se passe des choses absolument merveilleuses parce que c'est un moment où on reprend le contrôle. Il y a pas mal d'initiatives portées par des femmes, beaucoup aux États-Unis, sur le fait de revendiquer le fait de jouer, revendiquer le fait de provoquer, de ne pas respecter les règles, de ne pas respecter les codes, de rire, de danser, de jouer dans l'espace public, de redevenir visible. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pas mal avec le jeu vidéo. Je vais à la vitesse d'un TGV. J'ai tellement de choses à dire sur les logiques d'apprentissage aussi qu'on a évoquées, que vous avez évoquées tous les trois, les particularités de l'apprentissage, cette idée que tout ce qui est technique serait naturellement jeune. C'est oublier que le jeu vidéo, c'est hyper vieux comme technologie déjà. Que quand on allait dans les ateliers, on voyait bien qu'il fallait autant prendre soin des Wii et des consoles que des gens qui jouaient, que souvent, en fait, on passait plus de temps à soigner la console, à vérifier que les branchements allaient bien, qu'aujourd'hui, elle accepterait de démarrer, qu'aujourd'hui, la prise HDMI fonctionnerait sur l'écran. Donc, il y a aussi tout ce côté où ça vient démystifier le côté moderne et très... Tu parlais de masculinité hégémonique, et c'est complètement ça, et ça s'étend à la technologie en général. Il y a la notion géniale de technobiographie, qui est une notion de Christine Abuse, que tu connais parce que je le ressors à chaque fois, mais j'ai un grand amour pour cette notion, qui est l'idée que tout au long de la vie, on apprend à utiliser des techniques parce qu'elles arrivent, et donc les gens âgés sont les gens les plus compétents parce qu'ils connaissent le plus de techniques différentes. Et il y a un truc qu'observe notamment un sociologue qui s'appelle Vincent Karadec, qui est qu'au bout d'un moment, on devient plus exigeant sur ce qu'on apprend, parce qu'on a tellement appris de trucs qui sont devenus obsolètes qu'on va devenir non pas renfermé ou rigide ou réticent, mais on va devenir
exigeant. Est-ce que cette pratique a du sens pour moi? Est-il nécessaire d'apprendre à utiliser un smartphone si mon fixe fonctionne? Pas sûr. Voilà. Et l'exemple paradigmatique, c'est le fax. Exemple que j'aime beaucoup parce que c'est un truc que beaucoup de gens, dont moi, on a dû apprendre à les utiliser. Alors aujourd'hui, je vous défie de trouver un fax fonctionnel où que ce soit. Moi, j'ai dû expliquer à mes étudiants il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit « mais c'est génial, madame, comme technologie ». Je dis « oui, je suis désolée de vous donner le truc et de vous le reprendre tout de suite, mais en fait, il n'y en a plus maintenant ». Et ça, reconnaître que les gens sont des acteurs capables de prendre des décisions qui sont rationnelles de leur point de vue et qui ont du sens, c'est une partie très importante de la lutte contre l'agisme. Et vous souleviez la question de, dans le monde du vieillissement, dans le monde professionnel, est-ce qu'il ne nous reste pas des traces d'agisme? Autour de la technologie, ça reste encore très présent. Cette idée que si les gens ne s'y mettent pas, il faut les pousser, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Peut-être qu'on n'est pas convaincant aussi. Et c'est aussi pour ça que Silver Geek, ça marche bien. Parce que quand on dit aux gens, je vous propose une activité collective de jeu que vous pouvez mobiliser avec vos amis et votre famille, tout de suite, c'est plus séduisant qu'une nouvelle manière de prendre rendez-vous chez le médecin. Attention, ce qui, en général, nous motive assez peu. Et puis la question du genre, on en a tellement parlé, mais c'est tellement intéressant, effectivement, comme tu le soulignais, dans le cas spécifique du jeu vidéo qui a été construit comme activité de garçon dans les années 80, parce que ce n'était pas avant. Et c'était un choix de marketing qui s'explique par une industrie averse au risque, mais aussi par le sexisme ambiant, mais qui leur a un peu explosé dans les mains aux marketeurs du jeu vidéo, parce qu'après, on a eu des paniques morales sur les dangers du jeu vidéo, sur l'addiction, sur la violence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un moment où il y a pas mal d'acteurs qui se sont dit du côté du jeu vidéo, mais en fait, les seniors, c'est génial, parce que personne ne croira jamais qu'une dame de 80 ans sera une joueuse dangereuse et addicte. Donc, il y a eu une espèce de réappropriation partielle, mais une forme d'agisme bienveillant, du coup. Parce que regardez, elle ne peut pas être dangereuse, elle ne peut pas être compétente. C'est une femme, et c'est une femme âgée. Voilà. Et donc ça, c'est un agisme qu'on ne voit pas forcément, qu'on peut facilement exercer dans des contextes, des contextes professionnels, typiquement, mais qui est tout aussi insidieux. Et vous parliez, et Corinne aussi, vous parliez de la question de la figure de la grand-mère, et ça c'est quelque chose qui est pas mal observé par les gens qui travaillent sur les streameuses âgées, c'est que leur public et leur communauté, très vite, va les renvoyer à la grand-mère, et c'est leur seule manière d'exister. Il y a une chercheuse qui s'appelle Sarah Mossberg-Iversen, qui a beaucoup travaillé sur la figure de la grand-mère, soit comme personnage, soit comme joueuse. Ok, tu as droit d'exister, mais tu dois performer, tu dois t'appeler Grandma Shirley, tu dois parler de tes petits-enfants, de tes chats et de ta confiture. Tu as un rôle hyper étroit lié à la famille, à la maternité et aux hommes, et c'est l'espace que tu peux occuper. Alors souvent, les gens s'en emparent et le font à leur sauce, mais ça reste quand même un truc à interroger. Pourquoi on est si fasciné par le fait que seules les grand-mères ont le droit d'exister comme femmes âgées et inversement? Et ça, c'était aussi hyper intéressant ce que vous disiez, Corinne, sur le fait qu'il y a toute une dimension de dissimulation. Et là, je pense à un groupe de gens qui a pas mal travaillé, fait des ethnographies, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, sur des gens qui jouent et qui jouent en étant âgés. En fait, ils cachent aux gens en ligne qui sont vieux, ils cachent à leur famille qui jouent. Typiquement, ils vont planquer les consoles dans les toilettes quand il y a de la visite, à force de prendre des commentaires, des silences, des jugements ou des regards. Et donc, il y a tout ce travail supplémentaire de... On est très isolé, on n'a pas les sociabilités habituelles du jeu vidéo, et en plus, il faut cacher ce qu'on fait. Il faut gérer le stigmate. C'est un truc que Erving Goffman propose. On doit soit le revendiquer, soit le cacher, mais ça ne peut pas être un impensé. C'est un truc qu'on doit gérer tout le temps. Et puis, attention, j'arrive au bout de mes fiches. Et après, je respire, et après, c'est toi qui poses des questions. Ouais, peut-être finir là-dessus. En fait, ça nous renvoie à un truc hyper important, ce que vous disiez, Corinne. Nous, on a un cheval de bataille en sociaux du numérique, c'est d'arrêter cette opposition, et je suis sûre que tu vas voir où je veux en venir, entre un monde virtuel et un monde réel, comme si c'était deux mondes différents, comme s'il n'y avait pas de communication entre les deux, comme si, quand on jouait en ligne, soudainement, ça effaçait notre position sociale et notre identité. En fait, elle revient tout le temps. Elle revient parce que c'est elle qui détermine si on a accès à un ordinateur et à Internet, comment on a appris, avec qui on joue, les émoticônes qu'on utilise, le ton de notre voix quand on est sur le chat vocal, est-ce qu'on peut utiliser un chat vocal ou pas? Et les inégalités sociales et la manière dont elles s'articulent
il n'y a pas d'utopie Internet qui permettrait d'y échapper. Elle se rejoue en ligne, elle se rejoue particulièrement en ligne parce que c'est des espaces super chargés symboliquement. Et moi, je vais finir comme toi sur un truc qui va un peu prendre le contre-pied parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est pas très riant tout ça. Il y a quand même un truc qui est assez fantastique. C'est que quelqu'un avait fait des stats sur un MMO qui est mort désormais, mais qu'on retrouve. Quand on regarde la distribution du genre avant 50 ans, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y avait quelque chose comme 70% d'hommes. Et après 50 ans, c'est l'inverse. Quand on regarde les pratiques du jeu vidéo au grand âge, on trouve très majoritairement des femmes. Parce que c'est un moment où se reconfigure de manière complexe le genre, l'âge, la classe, les expériences dans le passé. Et là, je pense au travail de quelqu'un qui s'appelle... j'ai perdu son prénom, je suis absolument navrée, mais Delias, et qui a observé que dans les couples plus âgés, c'était les femmes majoritairement qui s'emparaient d'Internet et de l'ordinateur, parce qu'ayant été souvent dans des professions où, au moment où elles étaient jeunes, elles étaient un peu renvoyées par défaut, les professions autour de l'école, autour du secrétariat, en fait, elles avaient des compétences informatiques qu'elles avaient dû apprendre sur le tas et qui les équipaient bien mieux que le reste, ce qui fait que maintenant, les femmes âgées sont l'avant-garde en matière de jeux vidéo des seniors. Parce que toutes ces années, toutes ces compétences acquises sur le lieu de travail, leur ont permis de démarrer beaucoup plus facilement. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est aussi, j'ai l'impression, l'expérience que décrivait Corinne, c'est pas seulement dans le contexte familial. C'est un lieu d'émancipation du contexte familial. À un moment, on a moins accès à l'espace professionnel, à des espaces publics, parce que, outre le stéréotypage, une grande dimension de l'agisme, c'est la ségrégation socio-spatiale. C'est le fait qu'on n'est pas supposé aller au supermarché le samedi matin parce qu'on doit se faire discret quand on est vieux. Et donc revenir et rester dans ces espaces avec des passerelles comme Silver Geek qui facilitent matériellement, c'est une vraie trace du fait que les choses changent et que c'est pas déterminant l'agisme numérique. C'est structurant, mais c'est pas déterminant. Eh ben, merci beaucoup Gabriel pour voilà, cette conclusion et voilà, ces réactions aussi sur tous les intervenants, toutes les intervenantes. On est hyper bon en termes de timing, du coup on a plein de temps pour échanger, pour prendre des questions sur le chat ou ici IRL comme on dit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos 4 intervenants et intervenantes ? Oui, j'essaie de faire circuler le micro. Oui, merci pour vos présentations. Je voulais demander à Gabrielle Lavenir, par rapport à tous les entretiens qu'elle a pu mener dans le cadre de son travail de recherche, s'il y a un profil un peu standard ou une démarche un peu standard qui explique la manière dont les joueuses et les joueurs seniors entrent dans le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de données qui montrent que c'est sans doute très difficile de franchir le pas. Et donc, comment y viennent-ils ? C'est une question très dangereuse parce que je l'aime beaucoup, parce que c'était une des questions qui arrivait en cours de thèse. Plutôt qu'un profil, on a une trajectoire typique. Alors, c'est pas du tout... Et d'ailleurs, je suis très curieuse, ça c'est un peu ma question suivante, si Corinne est toujours avec nous, de savoir comment vous êtes arrivé au jeu. Mais une chose qu'on voit, c'est que plutôt qu'à un moment où les gens commencent à jouer et continuent, c'est des trajectoires extrêmement hachées, avec un temps de jeu sur une console, avec 1 ou 2 personnes spécifiques pendant 2 à 5 ans, puis 10 ans de pas de jeu du tout, pas de jeu vidéo. Et puis on repart sur une autre console, sur un autre jeu avec quelqu'un d'autre dans un autre contexte. Et puis on réarrête 10 ans. Et ça allait complètement contre ce à quoi je m'attendais, qui était les gens trouvent un angle, souvent par un intérêt personnel ou l'habitude d'un outil particulier, et puis restent dessus. Je pense à un profil en particulier d'une dame qui travaillait dans un hôpital et l'informaticienne de l'hôpital avait installé un démineur et puis une série de jeux sur son ordinateur parce qu'elle faisait les permanences de nuit administratives. Pas dans les urgences, donc elle avait quand même pas mal de temps. Et elle a joué à ça très intensément pendant 5-6 ans, puis elle a arrêté. Et puis, elle a eu un ordinateur personnel à la retraite, puis elle ne savait pas trop quoi faire avec. Donc elle a réinstallé des jeux, mais c'était d'autres jeux, donc il a fallu s'y mettre. Et puis, elle s'est mariée à un marin, donc elle partait en mer.
Et elle disait, mais j'avais fini tous mes livres au bout de 2 semaines, en fait. C'est horriblement ennuyeux. Donc, elle a réussi à se procurer une tablette avec une autre série de jeux encore. Et c'est du coup très difficile d'avoir des profils, même en termes de genre vidéoludique, je veux dire. C'est vraiment très dicté par les sociabilités et les goûts. Et le dernier truc que je dis, promis, c'est, je te regarde comme si tu étais très méchant, mais en fait, tu es toujours très patient. Souvent, c'est lié aux intérêts que les gens ont avant. Par exemple, un monsieur qui avait toujours voulu être pilote de chasse, mais qui avait découvert à 15 ans qu'il était myope, s'est passionné pour les simulateurs de vol. Et par ailleurs, il construit des avions. Le mec est absolument incroyable. Littéralement, il construit des avions avec un marteau et des vis. Enfin, bon. Il vole dedans, d'ailleurs. Mais lui, c'était même pas du jeu vidéo, et j'ai eu du mal à lui parler, parce qu'il ne le percevait que comme un prolongement d'un intérêt préexistant. C'est une réponse très longue à une question très pertinente. Merci Gabriel. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. Je constate que lorsqu'on parle d'Agis, on pense principalement aux seniors. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe-là? Ça ne concerne pas que les seniors, effectivement, mais je ne sais pas, Marlène, tu veux répondre? Ou Nicolas? Non, l'agisme, en fait, on peut le retrouver, c'est toute discrimination en raison de l'âge. Donc, par exemple, dire à des jeunes, ben, c'est pas ton âge, tu verras ça quand tu seras plus grand, c'est une forme d'agisme également. Dès lors qu'il y a une discrimination en raison d'une catégorie que l'on vous assigne, que ce soit, voilà, on peut le retrouver en fonction d'une ethnie, on peut le retrouver en fonction d'une situation de handicap, l'âge, de tout temps à jamais, peut poser question. Et l'agisme ne concerne pas que les seniors. Non, non. Renvoyer un jeune à sa jeunesse, c'est une forme d'agisme également. Ça répond à votre question? Une autre question, au fond. Bonjour, merci beaucoup pour vos différentes interventions. C'est hyper passionnant comme sujet. Au tout début, vous avez, alors je ne sais plus qui a mentionné que le fait d'être âgé, ça impliquait des pertes de capacité sensorielle, etc. C'est Nicolas, ça. Oui, et c'est une question un peu pour toutes les intervenantes. Comment vous pensez, alors justement, l'intersection agisme et validisme? Parce que être âgé, ça implique aussi les questions de handicap. Est-ce que c'est des sujets que vous imbriquez dans vos différents projets et questionnements de recherche, etc. Merci beaucoup pour cette question. Alors, en effet, dans les violences en ligne, il y a souvent une porosité de certaines violences qui sont exercées. Dans le cadre du projet que nous avons mené, la question du validisme numérique est également un pan de violence que l'on peut retrouver genré ou en fonction de certains handicaps. Par exemple, en ce moment, ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais il y a encore de cela un an, en termes de validisme numérique, vous aviez un challenge en ligne qui était lancé, qui visait à mimer les personnes qui souffraient d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc, avec c'est profondément abject. Vous avez des gens qui mimaient des difficultés qui s'en amusaient, des difficultés pour bouger, des problèmes d'élocution. Donc le validisme est également une violence très prégnante sur le numérique. Le problème, en fait, que l'on va retrouver dans l'agisme ou que l'on va retrouver dans le validisme, souvent, est que l'on considère que l'écran est comme un filtre. Quand vous faites violence à quelqu'un, vous ne mesurez pas forcément de manière synchrone la façon dont il va réagir. Typiquement, votre prénom, c'est Étienne. Je ne sais pas, j'ai quelque chose contre votre front.
Étienne. Je trouve que votre front est démesurément disproportionné. C'est un exemple, hein. C'est pas le cas. Je suis myope, je ne vous vois pas d'ici, d'accord, Étienne. Il n'y a rien de personnel, mais je cherchais juste un exemple. Dans la vie réelle, alors Blaya a souvent parlé, voilà, de la vie en ligne est juste une extension de notre vie réelle. J'aime beaucoup cette manière de considérer. En tout cas, il y a des espaces de sociabilité, comme tu en parlais, qui permettent de s'exprimer plus ouvertement ou pas. Je trouve que votre front est démesurément disproportionné, Étienne. Bon, on parle tout à l'heure devant le comptoir, on prend un café. Je ne vous le dirai pas. Sur Internet, il y a plein de facteurs qui font que les gens sont désinhibés parce qu'ils n'utilisent pas leur vrai nom, parce qu'ils ne voient pas la réaction, parce qu'ils ont un avatar, parce que ça fait partie d'un flot d'insultes, de flaming qui a déjà été exercé par d'autres et qui vous octroie, je ne sais pas pourquoi, la légitimité ou le droit de le dire, alors que dans d'autres circonstances, jamais vous ne le feriez. Un espèce de phénomène de contagion, un peu comme une cohorte de la haine qui va se déchaîner. Donc typiquement, dans le validisme ou dans l'agisme, vous êtes quelqu'un de très gentil, Étienne, hein, mais vous pouvez en arriver à dire des choses sans filtre parce que vous considérez que les écrits d'écran, les commentaires que vous allez faire n'ont pas tant d'importance. Quand on avait, avec Jean-Christophe, mené notre projet, on a été amené à faire beaucoup d'entretiens semi-directifs de victimes de différentes violences. Et notamment, on parlait beaucoup de ces pratiques de flaming. Vous savez, c'est un flot d'insultes où une victime, par exemple, on a interrogé beaucoup de streameuses, pouvait recevoir en l'espace d'une heure 700 commentaires désobligeants, discriminants, disqualifiants, d'une violence extrême. Et quand vous lui dites, mais c'est terrible, parce que alors on peut critiquer une femme, les violences les cyberviolences dont sont victimes les streameuses souvent se cantonnent à quelques aspects. Ça va être la figure repoussoire de la femme de joie, où ça sera beaucoup le physique qui sera décrié, ou le fait qu'elle n'a pas sa place dans le jeu vidéo. Et en parlant avec une streameuse, on lui disait, mais 800 insultes en l'espace d'une heure, mais c'est terrible comme violence à supporter. Et elle a dit quelque chose qui était tellement vrai, parce qu'on l'a retrouvé dans plein d'entretiens semi-directifs. Elle disait, en fait, c'est Marlène, c'est la machine Internet, quoi. Et cette banalisation de la violence, en fait, participe de ce phénomène collectif de on peut se permettre plein de choses, parce que les écrits d'écran, parce que les commentaires asynchrones font que, est-ce que ça fait vraiment violence ? Alors bien sûr, hein, vous prenez des victimes, vous échangez avec elles, à voir les séquelles, les préjudices qu'elles subissent encore, ces femmes streameuses, bien sûr que ça fait violence, mais vous ne le mesurez pas. Et le validisme, l'agisme, c'est exactement la même chose. Et vous en arrivez à mettre en place des stratégies d'évitement, des stratégies de contournement, comme Corinne le dit, hein, très clairement. Corinne le dit, c'est j'arrête de dire mon âge. Moi, j'avais une streameuse qui s'était... Alors, j'ai parlé de votre front, Étienne, parce que j'avais une streameuse, en fait, c'est très bizarre. Il y avait une streameuse, en effet, qui s'était faite vilipender sur son front. Et elle nous disait, avec Jean-Christophe, au final, quand on parlait avec elle, mais qu'est-ce que tu as mis en place ? Comment est-ce que tu gères ces commentaires ? Elle disait, en fait, je ne stream plus sans casquette. Bon, ben voilà. Et on en arrive à des cyberviolences qui font que ce sont les victimes elles-mêmes qui mettent en place des stratégies d'évitement. Mais validisme et agisme empruntent les mêmes ressorts psychologiques pour faire violence. Je suis d'accord avec vous. Et il y a véritablement une porosité. De toute façon, la moquerie, la discrimination, le cyberharcèlement sont des ressorts classiques, dominants-dominés, que vous retrouverez dans énormément de cyberviolence. Est-ce que cela répond à votre question ? Oui, d'accord. Et je n'ai rien contre votre front, Étienne, d'accord ? Rien de personnel. On va prendre une dernière question. Il y a plein de sujets qui vont être approfondis dans la table ronde suivante. Mais bon, vous avez fait un excellent teasing. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Non. Moi, j'ai peut-être une dernière question.
Tu as dit que tu étais criminologue, donc on a parlé des victimes, on a parlé de l'arme du crime, c'est le clavier, le mobile, c'est la discrimination, l'agisme. Les auteurs de faits. Voilà, c'est quoi ma question? C'était, est-ce qu'il y a un profil, entre guillemets, type d'agresseur, de coupable? Qui sont les coupables, entre guillemets? Alors, c'est une excellente question. J'adorerais te répondre, mais bien sûr que oui, il y a une figure idéale typique du mise en cause. Et si c'était le cas, ça nous permettrait de mettre en place plein de manières de lutter contre ces cyberviolences. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et alors moi, je me suis véritablement passionnée pour les mises en cause, puisque l'une de mes spécialités, c'est de faire de l'analyse de discours, donc de comprendre les échanges discursifs qu'il peut y avoir entre une victime et un mis en cause. Non, la seule figure idéale typique que l'on pourrait retrouver parmi les mises en cause, ce sont les trolls, mais qui n'exercent pas véritablement de violence pour faire de la violence. Les trolls ont une manière... alors un troll, c'est... je ne sais pas si c'est clair pour vous ou pas. On peut peut-être prendre juste le temps d'une définition. Un troll va être... 1 minute. Un troll, c'est souvent une personne qui, lors d'un échange plutôt sérieux, va venir polluer le débat pour le plaisir de polluer le débat. Et donc va venir piquer, va venir agacer les échanges qui sont en train de se tenir, avec pour objectif final, est-ce que je peux faire dévisser quelqu'un très rapidement? Et c'est vraiment... L'objectif étant, je m'amuse de la situation pour voir quelle est la première personne qui va perdre pied, qui va s'exaspérer, qui va s'énerver. Et souvent, les trolls peuvent aller jusqu'à ce que l'on appelle le point Godwin, c'est-à-dire mobiliser des arguments assez caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale pour faire rebondir les gens. Alors, on a beaucoup eu ça, de trolls qui sont intervenus à l'époque du Covid, qui venaient polluer les débats de cette manière-là, en parlant de France divisée, avec des références à l'étoile jaune, des propos totalement, parfois irrationnels, qui font qu'à un moment donné, vous êtes dans un échange extrêmement sérieux, puis véritablement, ça vous exaspère d'avoir quelqu'un qui revient de manière sempiternelle, vous piquer, vous agacer. Donc nous, on a eu la chance, dans notre environnement, comme on était avec pas mal de streamers, de jeunes, de pouvoir interviewer des trolls. Donc là, oui, il y a une figure idéale typique quand même du troll, souvent jeune, qui ne mesure pas véritablement les conséquences, un profil souvent geek, et puis qui s'amuse pour le plaisir, pour simplement le plaisir de la provocation. Cela ne va pas au-delà de ceux que l'on a pu rencontrer. Après, c'est toujours compliqué de généraliser des résultats quand on fait du compréhensif, quand on fait de l'entretien semi-directif. Il suffit d'un autre contexte, d'un autre environnement, peut-être pour avoir d'autres types de réponses. Mais on avait réussi à l'époque à interviewer à peu près 6 trolls. Les 6 tenaient le même discours, ce qui nous laissait quand même penser qu'il y avait une catégorie de sens qui émergeait de manière assez récurrente. Mais ce n'était pas faire de la violence pour faire de la violence, ce n'était pas de la violence pour nuire, c'est plutôt de la violence par provocation, de la violence pour une provocation qu'ils trouvaient amusante. Voilà. Mais c'est une forme de cyberharcèlement circonstancié. Ce n'est pas pour faire violence. C'est à ce moment-là, à cet endroit-là, c'était drôle de le faire. Et vous avez des gens qui peuvent faire violence sans véritablement mesurer qu'ils font violence. Mais après, pour le reste, non. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Les âges, c'est malheureusement. Qu'est-ce que j'aurais aimé te répondre? Oui. Mais non. Merci beaucoup Marlène. Il nous reste 2 minutes. S'il y a une dernière réaction, un ultime rebond, c'est valable pour toi aussi, Corinne, si tu veux réagir à ce qui a été dit. Non, ça va. Je suis d'accord avec un peu tout ça. J'ai un peu ce que j'ai vécu. C'est aussi bien la violence, les trolls. Merci Corinne. Gabrielle, oui, tu allais prendre le micro juste avant Corinne. Oui, mais non, parce que en fait, c'est juste que
on a envie que la discussion continue parce qu'il y a tellement de fils et ça nous dit tellement de choses au-delà du vieillissement, au-delà du cas spécifique de l'agisme. Ce que vous avez soulevé à très juste titre, mais c'est vrai qu'agisme, c'est un terme qui est compliqué. C'est quelque chose que souligne Juliette Rennes quand elle le compare à ce qui a fait naître la catégorie d'agisme et d'anti-agisme, et c'est fondé sur les luttes antisexistes et antiracistes. Et notamment, Juliette Rennes relève quelque chose qui est un peu drôle, qui est que, autant aux États-Unis, agisme a beaucoup voulu dire et veut quasiment exclusivement dire discrimination contre les gens âgés, autant en France, très vite, ça voulait dire discrimination contre les gens jeunes, parce que c'est né autour de mai 68 et d'un moment où la société et beaucoup de ces acteurs politiques plus jeunes ont réagi contre le fait qu'on ne les écoutait pas parce qu'ils étaient jeunes. Et c'est aussi intéressant parce que vous nous ramenez à au fait qu'on doit beaucoup détricoter et faire attention aux concepts, mais aussi au contexte dans lesquels ils sont nés. Et l'autre truc qui me venait en tête, c'est que j'aime bien la question du coupable parce qu'on te sentait parti sur le colonel Moutarde avec le candélabre dans la bibliothèque. Et un autre point que soulève Juliette Rennes dans son papier, mais c'est compliqué de comparer l'agisme à d'autres formes de discrimination, parce qu'il y a des points communs. Il y a les stéréotypes, il y a l'exclusion, mais il y a des différences, et notamment le fait que c'est une catégorie transitoire. C'est-à-dire qu'il y a des expériences différentes, mais souvent, par exemple, quand on est racisé, on vit racisé, et et on n'y échappe pas trop. L'âge, c'est un truc mouvant. On passe notre temps à rentrer et sortir des catégories. Et elle pose la question, mais à qui profite l'agisme ? Parce qu'au fond, on va tous se le prendre dans le nez si on a de la chance. Si on ne subit pas d'agisme, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous. Et donc, elle fait tout un truc intersectionnel en disant mais il y a des catégories qui vont moins le subir que d'autres. Et en fait, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Et j'arrête là. Elle donne l'exemple des hommes très puissants dans le cinéma qui peuvent être aussi vieux qu'ils veulent. C'est eux qui décident que les femmes n'ont plus le droit d'apparaître à l'écran après 35, 38 ans ou plus. Et donc, elle pose cette question de il y a des gens à qui l'agisme bénéficie, mine de rien. Merci Gabriel. L'intersectionnalité, on va en parler dans la table ronde tout à l'heure. On se retrouve dans 1 heure. Tu as parlé de l'antisexisme, de l'antiracisme. On va en parler aussi. On aura Women in Game et Afro-Gameuse qui interviendront sur la table ronde suivante, qui sera également encadrée par 2 Olivier. Olivier Mocco qui fera l'introduction et Olivier Bénis qui fera le grand rapporteur de cet après-midi, qu'on remercie beaucoup de sa présence. Et puis on aura Florence également, j'en ai parlé tout à l'heure. Merci à nouveau à tous les 3, tous les 4, aussi à Corinne. Mais merci à vous pour vos questions. On fait 1 heure de pause et on se retrouve tout à l'heure.